Bienvenue à tous sur l'internaute.com, ouestfrance.fr et 20minutes.fr pour Direct Politique, votre émission politique sur Internet. Nous recevons ce matin Hervé Morin, député UDI de l'Eure et président du Nouveau Centre. Bonjour Hervé Morin. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Sur ce plateau, avec nous Michel Urvois, éditorialiste politique de Ouest France, et également David Blanchard, rédacteur en chef adjoint de 20 minutes, sont avec moi pour co-présenter cette émission. Bonjour messieurs. Bonjour Damien. Alors vous connaissez le principe de l'émission, vous avez une quarantaine de minutes pour réagir, poser votre question à Hervé Morin. Je me ferai un plaisir de la retransmettre en direct. Alors Hervé Morin, on va commencer par un chapitre consacré au municipal. Mais avant cela, est-ce que vous êtes en mesure de pouvoir nous donner des nouvelles rassurantes sur l'état de santé de Jean-Louis Borloo ? Bah écoutez, le hasard fait que je l'ai eu hier au téléphone. Bon, voilà, il a eu une vraie saloperie, quoi. Donc, oui. Avec sa pneumonie, et donc il est en train de se retaper tranquillement mais sûrement. Ce que j'espère et ce qu'il espère, c'est être en situation de pouvoir être là pour au moins un certain nombre de rendez-vous au moment des européennes. Vous savez, pour nous, ça sera notre premier engagement politique sous nos couleurs, compte tenu de ce que représente l'Europe pour nous. Nous sommes les seuls à porter un message d'une Europe radicalement différente de celle qu'on est en train de nous construire. Et en même temps, nous croyons en l'Europe. Et nous pensons qu'en fait, les Français ne sont pas opposés à l'Europe. Ils sont déçus de l'Europe qu'on leur fait. Bon. Est-ce que vous craignez donc, ce qu'on espère, c'est qu'il soit là à ce moment-là. Pour les européennes, est-ce que vous craignez malgré tout que son absence pendant les municipales et peut-être pendant les européennes puisse vous desservir et peut-être également laisser un peu le libre champ au MoDem pour reprendre le leadership de l'alternative du centre réuni? Écoutez, moi j'aimerais bien qu'on essaie de construire un peu autrement la vie politique française qu'à travers... C'est des questions qui se posent malgré tout. Non mais vous avez raison, qu'à travers Bayrou, Borloo, comme on peut avoir la même chose ailleurs. Est-ce qu'on pourrait Mais la Constitution veut ça. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est bien ça le drame d'ailleurs. C'est bien le drame de l'élection présidentielle qui corrode la démocratie française et qui est une gangrène aujourd'hui pour la démocratie française. Je le dis tout le temps, mais j'en suis absolument convaincu. Il n'y a plus la construction d'un projet collectif par une famille politique. On a affaire à... c'est un peu comme des coureurs de 100 mètres. Vous voyez, ils sont tous dans leur couloir. Ils ont une seule obsession. C'est même pas la grande présidentielle, c'est pas la grande finale, c'est la petite finale, c'est-à-dire la primaire, pour pouvoir exister 5 ans plus tard. Et au lieu d'essayer de jouer collectif, on a affaire à des responsables politiques qui cherchent à démontrer qu'ils sont différents des autres. Regardez le spectacle à l'UMP. On pourrait le faire ailleurs, on a pu le faire ailleurs au PS. Comment vous pensez vous avez les Wauquiez, les Le Maire, les Kosciusko, les Bertrand, les Copé, les Fillon, les Sarkozy, chacun essayant de démontrer qu'il est différent de l'autre, qu'il pense autrement, chacun se disant que peu importe grosso modo ce que pense la famille politique. Et résultat de tout ça, on arrive au moment de la présidentielle avec des projets qui sont mal ficelés, de coups. On a eu par exemple Hollande avec les 75% pour récupérer l'extrême gauche, ou les 60 000 profs. On aurait pu dire la même chose de Sarkozy. Malgré tout, et donc, finalement, on est dans un système dans lequel les Français assistent à un spectacle politique dont ils sont forcément déçus au bout du compte parce qu'ils croient qu'il y aurait une espèce d'homme providentiel capable de transformer le pays, alors que la transformation du pays, elle viendra d'une ambition collective et partagée. Mais vous-même... Et donc, moi, je voudrais que pour les centristes, on porte un projet, et qu'ensuite, ce projet, eh bien, on verra qu'il sera incarné par quelqu'un. Oui, et aujourd'hui, l'UDI et l'alternative est incarné par Jean-Louis Borloo. Vous voyez bien, en plus de ça, ça empêche cette présidentielle et les législatives dans la foulée. Ça empêche la construction de majorité beaucoup plus large que le champ politique du premier tour. Une des difficultés d'Hollande, c'est que François Hollande a été élu par une minorité de Français, au sens du nombre de voix qu'il fait par rapport au nombre d'États. Non, c'est la première fois qu'on est dans un cas de figure de ce genre. Et donc, on a forcément des bases électorales qui sont faibles, qui sont des bases d'abord de premier tour. Et comme il n'y a pas de construction de majorité large de second tour, regardez les Allemands, regardez la plupart des démocraties européennes, ce sont des majorités très larges où on construit un projet en se disant qu'on va forcément avoir à le partager avec d'autres et on a des bases très larges permettant d'emmener, de transformer un pays. Ce que nous n'avons pas... À propos de base électorale, il y a les municipales et vous avez lancé il n'y a pas longtemps l'alternative, donc UDI MoDem. Est-ce que vous pensez avoir une base assez large? Parce qu'on n'a pas l'impression d'une grande clarté dans les alliances
et donc d'une grande lisibilité, donc d'une grande envie d'aller vers vous. Écoutez, je suis d'accord avec vous qu'on a manqué lorsqu'on a construit l'alternative, c'est-à-dire le rapprochement entre le MoDem et l'UDI, comme vous le savez peut-être, j'ai été un des grands acteurs de cette histoire-là parce que j'ai beaucoup poussé à cette idée d'avoir un centre plus dense, d'avoir plus de figures capables de l'incarner, etc. Je n'avais probablement pas mesuré, je vous le dis franchement, aujourd'hui, à quel point c'était plus compliqué que cela. Et c'est plus compliqué notamment parce que on a oublié que le MoDem s'est construit sur l'idée d'opposition. L'opposition à peu près à tout. Et donc on a des leaders départementaux qui grosso modo se foutent de ce que dit le national, si je fais court, et deuxièmement qui sont toujours dans une culture d'opposition. Et donc bien souvent, on a eu des constructions municipales un peu compliquées. Mais on a quand même, je pense, 80 ou 90%. Vous regrettez quand même ce genre de comportement, localement? Je ne regrette pas, parce que ce sont les scories de parcours politiques différents qui nous amènent à nous retrouver dans cette situation. Cependant, pour nous, j'y reviens, l'enjeu, c'est les européennes. Mais il y a les municipales avant quand même. Quel est l'objectif de l'UDI pour ces municipales? Quelle ville vous souhaitez gagner? Est-ce que c'est plus de faire perdre la gauche? Est-ce que c'est de moi, je suis maire. s'allier à long terme avec l'UMP? Je suis maire. Donc je le dis, un maire c'est un chef de tribu. C'est celui qui est capable de rassembler le plus largement. C'est pas simplement le type qui a ou la femme qui a le drapeau UDI ou MoDem ou UMP. C'est pas ça le sujet. Donc autant que possible, essayer de construire des listes dans lesquelles, pour lesquelles il y a une tête de liste qui, alors, bien souvent est UMP, parfois UDI, mais capable de gagner et de l'emporter. Ensuite, quelle ville, au titre de l'UDI, nous espérons gagner? Il y a Laval, il y a Rouen, il y a Caen, il y a Alençon, il y a Amiens. On a un sondage sur Aix-en-Provence ce matin, très décevant, parce qu'on pensait vraiment qu'avec Bruno Genzana, on était sur le point de pouvoir gagner Aix, face à une candidate honnêtement, c'est d'ailleurs très interrogeant. Vous voyez, je suis Marie Jouassin, candidate de l'UMP, annonçant il y a 18 mois, au moment des municipales, qu'elle est la porte-parole du Front National au Parlement, dont le clientélisme a été dénoncé, les fonctionnaires nommés en fonction de leur appartenance à la famille, etc. Normalement, je sais pas, enfin, normalement, on doit en tirer des conséquences, quoi. Et pourtant, on annonce des scores importants. Donc, il y a des jours où, franchement, vous allez gagner Pau. Et Pau, écoutez, je pense que franchement, les sondages sont bons. Les sondages sont quand même excellents, quoi. Je veux dire, maintenant, François Bayrou perdrait Pau, ce serait une surprise. Il y a un internaute, il s'appelle Polo de Pau. Polo de Pau, oui. Oui, Bayrou a fait perdre la droite en 2012. Je ne sais pas si c'est tout à fait vrai, d'ailleurs, c'est plus Sarkozy. Je refuse de voter pour lui à Pau et je pense que son élection serait une mauvaise nouvelle pour le centre droit. Vous lui dites quoi? Je lui dis, Jacques Chirac a fait perdre Valéry Giscard d'Estaing en 1981. Ça ne m'a pas empêché de voter Jacques Chirac en 1988. Il y a une vraie rancœur quand même de l'électorat UMP contre... Je ne sais pas quel âge a Polo, mais il y a une vraie rancœur, l'électorat UMP contre François Bayrou. Vous l'entendez, cette rancœur? J'imagine que Polo a dû connaître la présidentielle de 95 et ça ne l'a pas empêché de voter, j'imagine, Nicolas Sarkozy un peu plus tard. Bon, donc François Bayrou s'est trompé en soutenant François Hollande, c'est clair. Nous étions sur des démarches radicalement différentes. Ça a été d'ailleurs. Et vous pensez que lui peut rassembler les centristes aujourd'hui? Je dis à Polo, je lui dis, il y a un moment, il y a un choix, qui est le choix, j'allais dire, de premier tour. Et puis il y a le choix du second tour, qui est une élimination. Lequel il veut éliminer? Un mauvais candidat de gauche ou quelqu'un capable de pouvoir redonner de l'élan, de l'ambition et faire en sorte que Pau compte à nouveau sur la scène. Eh bien, le seul qui est capable de faire ça, c'est François Bayrou. Je le lui dis parce que, pour tout vous dire, j'ai eu cette conversation dans un restaurant, dans une brasserie à Pau il y a quelques mois où j'avais un dîner avec un copain et les gens sont venus me voir en me disant « Ah là là, Bayrou, etc. » Et les gens disaient tous « Finalement, on va voter Bayrou parce qu'il faut quand même qu'on se dégage. » C'est un candidat par défaut, quelque part? Non, il n'est pas par défaut, c'est pas ça le sujet. Ce qui est clair, c'est que pour une partie de notre électorat, je parle, vous savez, pour un militant du Nouveau Centre qui s'est construit contre la démarche de François Bayrou,
se retrouver avec lui, c'est pas forcément très évident. Ça vous fait pas un peu bizarre de dire autant de bien de lui aujourd'hui, après l'avoir tant combattu? Je l'ai combattu politiquement, mais en même temps, j'ai toujours pensé que c'était un homme de valeur. Sinon, je n'aurais pas été avec lui pendant 10 ans. Voilà, c'est deux choses différentes. Allez, dernière question sur les municipales, une question d'Alain, qui nous dit en cas de second tour avec le FN, appelez-vous au Front républicain et lui, dit-il, au désistement, au concret de vos listes dans les triangulaires. Non, le second tour, on va faire le second tour sous nos couleurs. Vous vous maintenerez partout, dans toutes les villes. Ce serait quand même incroyable qu'on ne se maintienne pas. On va quand même être devant le Front National partout. On va quand même pas... Il y a des communes où le Front National, notamment dans le sud-est de la France, est donné premier au premier tour. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire que nous, on fait quoi? C'est une question d'Alain. Est-ce que vous pensez je suis probablement celui qui dénonce avec le plus de force le Front National. Je ne cesse de dire que le Front National est national-socialiste. National par ses thématiques et socialiste par son programme. Il est plus collectiviste que Mélenchon. Mais est-ce qu'il faut comment le faire battre au municipal s'il est devant? Voilà. Est-ce qu'il faut rester dans une triangulaire? La question est simple. Moi, jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Je considère que nous avons apporté notre message politique jusqu'au bout, parce que le choix de premier tour, d'une part, c'est pas forcément le choix de second tour. Quand vous regardez, alors ça c'est de la technique électorale, mais vous avez des gens qui peuvent exprimer une position de ras-le-bol, de nausée par rapport à la politique nationale, un premier tour, et au second tour, Yves Gégaud, votre ami Yves Gégaud, n'est pas tout à fait sur cette position-là, puisqu'il a dit qu'il fallait faire battre le Front National, y compris en allant jusqu'à voter PS. Pas moi. Moi, je ne suis pas pour faire gagner le Front National, mais je considère qu'on doit porter nos couleurs jusqu'au bout et notre positionnement politique. Derrière tout ça, il y a un vrai sujet, c'est que le jour où le Parti socialiste, grosso modo, aura une expression politique qui correspond à l'ère du temps, peut-être qu'il y aura une autre façon d'appréhender les choses. Mais une des grandes difficultés de la vie politique française, c'est qu'on a le dernier parti socialiste en France qui ne s'affiche pas encore, même si François Hollande a fait un immense pas en janvier, comme un parti social-démocrate, et notamment social-démocrate dans ses propositions économiques. Justement, on y vient, Hervé Morin, on y revient, mais avant ça, on a eu beaucoup de questions d'internautes sur les affaires. On a beaucoup de questions sur... Vous savez, c'est des choses qui sont très commentées. Sur les affaires, vous avez récemment demandé la démission de Christiane Taubira. Vous étiez le premier d'ailleurs à le faire. Oui, avant Copé. Effectivement. Arguant que comme... pourtant, Copé, ça fait beaucoup de bruit et nous, pas beaucoup. Vous voyez, c'est bien toute la problématique. Parce que, votre parole. Vous voyez, c'est ce qu'on se disait avant l'antenne. Il y a un paradoxe incroyable. Les Français en ont plein le dos du paysage politique français. Les Français ont envie soit de renverser la table, soit d'aller vers une recomposition du paysage politique. Les Français, pourtant, continuent à voter massivement pour deux formations politiques, l'UMP et le PS, dont ils ont fait le tour par tous les bouts. Donc les Français ne sont pas encore assez éclairés, c'est ça que vous sous-entendez? Non, mais on pourrait se dire qu'on cherche autre chose. Les listes de sociétés dites civiles. Parce que réclamer la démission de Taubira, c'est... Non, mais je le dis, ce que je veux montrer, c'est que quand quelqu'un de l'UDI s'exprime, on en parle un peu. Quand le même de l'UMP dit à peu près la même chose, on en parle beaucoup. Vous êtes là ce matin pour en discuter. Est-ce que vous auriez... Regardez 20 minutes. Vous verrez. Est-ce que vous auriez crié autant au scandale s'il ne s'agissait pas de Christiane Taubira? Est-ce que vous de la personne de Christiane? Non, de son impopularité à droite. Oui, elle cristallise quand même les rancœurs à droite. Non, parce que ce que j'ai expliqué, c'est que déjà, le hasard de la vie a fait que je me suis trouvé devant ma télévision au moment où elle s'est exprimée sur TF1. La première erreur était d'aller sur TF1. Aucune raison qu'elle y aille. La deuxième, pour commenter à l'égard des Sceaux, elle n'a pas commenté une procédure judiciaire. Ça n'a pas de sens. Mais les mouches sont toujours attirées par le soleil des médias. Non, mais je veux dire, nous tous que nous sommes... mais sur l'affaire, sur le fond de l'affaire, est-ce que c'est si grave finalement Hervé Morin, est-ce que c'est si grave cette affaire? Oui, c'est grave, parce que ça décrédibilise encore un peu plus le fonctionnement de l'institution judiciaire. Comment ça se passe en vérité? Parce que vos auditeurs ne le savent pas forcément. Moi, je ne remets pas en cause l'indépendance des magistrats. Je pense que les magistrats sont indépendants et que les juges d'instruction font leur boulot en toute indépendance. Donc je ne crie pas à la machination judiciaire.
Absolument pas. Très bien. J'ai confiance. Mais en même temps, la procédure est ainsi, quand un juge d'instruction, dans le cadre d'une enquête, pour que les gens comprennent, d'une information judiciaire, découvre un fait nouveau qui est susceptible d'être une nouvelle infraction, un nouveau délit, qui n'est pas dans le cadre de leur saisine, pour que les choses soient claires, le juge est obligé de demander au parquet, par ce qu'on appelle une ordonnance de soit communiquée, de pouvoir ouvrir une nouvelle information judiciaire ou une nouvelle procédure judiciaire. Et quand le parquet est saisi, soit directement, soit indirectement, il saisit le parquet général ou la chancellerie, qui bien entendu informe le garde des Sceaux. Donc c'est tout à fait naturel et normal. Et d'ailleurs, les médias ne se sont pas privés de rappeler qu'il y avait une instruction demandant à ce que les choses soient faites. Donc elle avait simplement à dire oui, j'étais informé comme je suis informé de toutes les histoires. Sur le fond, on a quand même l'impression qu'on ne peut plus enquêter sur Nicolas Sarkozy sans immédiatement être taxé d'acharnement politique et que s'allument des contre-feux où on essaye de faire porter l'attention de l'opinion sur un autre aspect du dossier et que la justice ne peut pas, au fond, enquêter sereinement sur l'ancien président. J'ai dit depuis le début, comme vous le savez, je ne suis pas toujours en phase absolue avec Nicolas Sarkozy. Donc, on avait cru comprendre. Quand on lit vos livres, en tout cas. Mais je trouvais, franchement, que 9 mois d'écoute téléphonique, etc., ça avait tout de même un parfum d'abus de droit. C'est l'expression que j'ai utilisée. Je trouvais que mettre sur écoute un avocat... Apparemment, il n'a pas été mis sur écoute. Oui, mais à l'époque, c'est ce que tout le monde disait. Bon, vous-même. Je reprenais la une de Ouest France, j'imagine qu'on a dû évoquer ces sujets. Je ne suis pas sûr, parce que justement... C'est la sagesse de Ouest France, alors d'accord. Okay. Et donc... voilà, moi je considère que Nicolas Sarkozy est un justiciable comme les autres et qu'il doit, bien entendu, répondre autant que les autres Français. Qu'après, il y ait un jeu politique, c'est évident. Allez, on passe à un autre chapitre, Hervé Morin. Aujourd'hui, les syndicats appellent à manifester contre le pacte de responsabilité. Vous avez eu des mots très durs sur le pacte de responsabilité. Est-ce que pour une fois qu'un gouvernement de gauche accepte de baisser assez considérablement les charges sur les charges patronales, est-ce qu'il ne faut pas soutenir cette mesure? Est-ce qu'il ne faut pas soutenir cette mesure pour une fois? Mais est-ce que le pacte de responsabilité est à la hauteur des enjeux de l'économie française? Est-ce que ça va moins dans le bon sens? Attendez, accordez-moi, est-ce que 10 milliards d'euros de réduction de charges sociales supplémentaires, ça va régler la question de la compétitivité et de la performance de l'économie française? Est-ce que 10 milliards d'euros nous permettent de pouvoir envisager un tant soit peu le retour vers le plein emploi, qui est, contrairement à ce qu'on peut croire en France, possible si on voit ce qui se passe chez nos voisins du nord ou de l'est de l'Europe. Même si c'est violent à entendre et à dire, nous avons fait, nous collectivement, société française et responsables politiques, le choix implicite du chômage de masse. C'est ça qu'il faut dire aux Français. Notre structure de dépenses publiques, nos prélèvements fiscaux et notre incapacité à créer une fiscalité en faveur de l'investissement productif et de l'épargne dans les entreprises, nos décisions sur le temps de travail, notre système de formation qui s'adresse d'abord aux cadres plutôt qu'à ceux qui en ont le plus besoin, nos charges pesant sur le travail, tout ça a amené le pays vers le chômage de masse. Parce que on a sacrifié toutes celles et tous ceux dont la productivité ou la qualification sont les plus faibles. Et donc je dis aux Français, ce dont nous avons besoin, comment pourrais-je, j'essaie de trouver une image, c'est un peu comme la locomotive dans un western. Vous voyez, quand vous avez le mécanicien de la locomotive à vapeur qui fait marche arrière et tout d'un coup, la menace arrivant, il décide de mettre à vapeur toute et on voit la machine s'ébranler dans un effort gigantesque où tout d'un coup on sent la bête changer de cap. Eh bien, nous avons besoin de la même chose. Nous avons besoin que le pays intègre que
un effort collectif permettra à la France de retrouver le champ de l'espoir et de l'optimisme. Le monde, nous ne sommes pas simplement en crise, nous changeons de monde. Je ne cesse de le dire, nous sommes en train de changer de monde. Il faut donc qu'on change de logiciel. Parmi les réponses que vous apportez, que vous proposez, il y a le retour aux 39 heures. Oui. Alors c'est une question intéressante, parce qu'elle fait débat au sein de la droite, y compris, les uns disant mais on ne peut pas faire travailler des gens 39 heures s'ils restent payés 35 heures, et les autres ajoutant mais il n'y a plus d'heures supplémentaires avant 39 heures, donc c'est de la perte de pouvoir d'achat. Donc est-ce que votre proposition, c'est on fait un effort quitte à perdre du pouvoir d'achat? Vous ne perdez pas de pouvoir d'achat parce que votre salaire reste le même. Pour ceux qui sont pas... Enfin, vous travaillez plus... Deux, si vous regardez la totalité de la proposition, c'est on travaille un peu plus longtemps, et en même temps, on réduit les cotisations sociales salariales et patronales. Salariales, ce qui permettrait jusqu'à, grosso modo, le salaire moyen, c'est-à-dire 1 500 €, d'avoir un 13e mois. Donc ce n'est pas sans gain immédiat de pouvoir d'achat. Et vous aurez constaté, puisque comme vous êtes un fin analyste de la vie politique, que dans le même temps, j'ai fait chiffrer précisément à travers une documentation incontestable, parce que de rapports de la Cour des comptes, de l'inspection des finances, de think tank économiques, un plan de réduction de 80 milliards d'euros de la dépense publique. Donc mon système, il est équilibré. Et donc, je dis aux Français, on a besoin de quoi? On a besoin d'un système de formation qui s'adresse à ceux dont la qualification est la plus faible. Vous voyez ce dont je rêverais, pour prendre un exemple, qui est celui de la formation, parce qu'on ne l'aborde pas beaucoup. Moi, je rêverais d'un système dans lequel on dit ceux à qui la République a le moins donné dans la formation initiale, on puisse leur donner plus après. Entre celui comme vous et moi qui avez fait des études universitaires, jusqu'à 25 ans, disons, et ceux qui sont sortis du système scolaire à l'âge de 16 ans, ils ont en fait un crédit beaucoup plus important que moi ou que vous. Dans votre plan de... et donc, on a besoin de l'ensemble de ces mesures. Et il faut... Alors ça, c'est très compliqué parce que l'état de décomposition du climat politique, de déréliction du système est tel qu'il faut rétablir un minimum de confiance. Parce qu'il faut que les gens croient en cela. Et donc, il faut des mesures symboliques. Moi, je propose dans les mesures, il y a aussi la réduction du nombre de parlementaires d'un tiers. Et également l'embauche des fonctionnaires sous statut de droit privé. Pour les agences, je considère que pour toute une série de missions, il n'y a aucune raison d'avoir des fonctionnaires pour exercer des missions qui sont des missions de régulation qui pourraient tout à fait être exercées par des agents de droit privé. Je vous fais observer que des maisons comme France Télécom étaient des maisons de droit public il n'y a pas encore si longtemps. C'est devenu, alors il y a encore des fonctionnaires d'ailleurs, mais sont devenues aussi des maisons qui embauchent des fonctionnaires de droit privé. Est-ce que France Télécom se porte plus mal? Je ne suis pas sûr. Est-ce qu'on peut imaginer qu'un jour... J'ai pas dit des juges, hein, ou je ne parle pas des fonctions régaliennes qui doivent rester des fonctions. Nous sommes d'accord. Mais mettre un terme à la fonction à vie non, des fonctionnaires... j'ai répondu. Très bien. Je considère c'est pas dans votre réflexion. Je considère qu'il y a des missions qui sont des missions de service qui pourraient tout à fait être exercées autrement que par des fonctionnaires. Très bien, on va passer à un autre chapitre qui vous fera plaisir, avec moi, puisqu'on va parler des européennes tout de suite. Avec une première question, David. Et quel sera le message porté par les centristes lors de ces élections? Quel est le principal axe de campagne que vous souhaitez porter? L'axe, il est double. On a besoin d'Europe. On a besoin d'une Europe intégrée, d'une Europe puissante, d'une Europe capable de porter notre projet collectif dans le monde. Le modèle européen, il est unique au monde. Il est unique au monde. Il est notre contrat collectif, notre contrat social. Il est différent du contrat social américain, il est bien entendu différent du contrat social indien ou chinois. Et pour porter ce message, qui est pour moi le plus beau contrat qui soit pour l'individu, pour l'homme, pour la personne, pour porter ce message, on a besoin d'une institution européenne forte, capable de se faire entendre sur la scène internationale, capable de porter une politique économique, fiscale, industrielle, sur la zone euro,
Je ne crois absolument pas à une Europe intégrée à 28. Je pense qu'il faut une Europe à 2 étages. Justement, une Europe intégrée avec un noyau dur. Est-ce qu'on n'a pas un problème avec le niveau élevé de l'euro en ce moment? Est-ce qu'on n'a pas un problème avec ça? Est-ce que vous me laissez terminer sur mes 2 messages? Et après, je vous réponds sur la zone euro. Et la deuxième chose, donc, une Europe différente. Et le deuxième message, une Europe démocratique. Il faut remettre... Il y a des institutions démocratiques en Europe, mais il n'y a pas de politique en Europe. En clair, quand vous allez voter au mois de juin, ça ne changera rien. Pardon de le dire. Ça ne changera rien pas à aller voter, sur les institutions, sur la politique européenne. Il y a eu des tentatives de politique européenne pour les affaires étrangères, par exemple. Ça ne changera rien parce que c'est toujours la concurrence libre et non faussée avec une administration et des institutions exécutives qui... voilà. Et ce dont on a besoin, c'est que quand on va voter au Parlement européen, nous, Européens, on détermine une majorité. Comme vous le faites à l'Assemblée nationale. En clair, elle est à gauche, elle est au centre, elle est à droite, elle est à l'extrême droite, elle est où vous voulez. Mais qu'il y ait une vraie majorité politique au Parlement européen le scrutin du 25 mai d'infléchir la politique européenne. Donc ça impose de revoir le système. Le scrutin du 25 mai ne servira pas à grand-chose finalement. Si, parce que si vous avez des centristes qui, partout en Europe, défendent l'idée qu'il faut une autre Europe capable de changer les choses, ça peut... J'ai une question de Christine, une internaute, qui vous demande si l'Europe n'est pas trop libérale, s'il ne faudrait pas revenir à une forme de protectionnisme. Qu'est-ce que vous répondez? Il faut bien entendu avoir des mesures de protection aux frontières de l'Europe. Oui, bien sûr. Nous sommes bien d'accord. C'est ça la question. Ça fait 100 fois qu'on parle de préférences communautaires, etc. Moi, j'y suis favorable, mais c'est ça le principe d'élection. Vous voyez, normalement, si un parti politique européen, rassemblement des partis politiques, dit nous on est pour la préférence. Et qu'au Parlement européen, il y a un Parlement européen à dire voilà, la Commission là, on va mettre la préférence là. Et sauf que là, on a affaire à un système dans lequel on a des représentants, mais il n'y a pas l'expression d'une majorité. Et donc je dis à Christine, ce dont on a besoin, en effet, c'est probablement sur un certain nombre de sujets. Il faut être vigilant là-dessus. Hein. C'est pas aussi simple que ça. Oui, parce qu'il y a des règles du commerce international par ailleurs. Il y a d'une part les règles du commerce international et il y a d'autre part le fait que l'Europe vend beaucoup de produits à l'étranger. Donc il faut qu'on soit vigilant. Je dis d'autant plus qu'il faut être vigilant qu'on est dans un monde dans lequel il y a un immense champ commercial qui est en train de s'ouvrir. Je lisais dernièrement une étude qui montrait, qui rappelait ce chiffre qu'on oublie tout le temps, c'est qu'il va y avoir 3 milliards de terriens, 3 milliards de terriens qui vont accéder au rang de classe moyenne, avec le même pouvoir d'achat que la classe moyenne française. Ces gens-là, ils vont consommer les mêmes produits que nous, c'est-à-dire les produits que nous sommes capables de faire. Nous, Européens, avec notre technologie, nos laboratoires, nos centres de recherche. Donc il y a aussi pour nous un potentiel considérable. Et c'est pour ça que quand j'entends, Montebourg raconter ces fadaises démocratiques, j'allais être plus vulgaire que ça, sur le maillot de l'équipe de France, ça n'a pas de sens. On a une question de jeunes Français. Les Européens ne vont pas faire des t-shirts, même si c'est des textiles plus évolués que ça d'ailleurs, sur les maillots. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est intéressant, c'est de constater que l'image de l'équipe de France permet à l'équipe de France de toucher 46 millions d'euros, je crois que c'est 46. Même si les maillots sont faits en Thaïlande. Ça vous pose pas Mais de oui, problème. parce que moi je préfère que Thai Airways achète des Airbus. Voilà, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Une question de jeunes Français justement sur l'infection de Montebourg. Il nous dit, jeunes Français, que pensez-vous de la volonté affichée de Montebourg de faire baisser l'euro? On revient à notre euro. Pardon, j'ai oublié. La question de l'euro, c'est d'abord... trop fort. Oui, mais c'est pas un jeu aussi simple que ça. C'est que quand vous avez un euro cher, votre pétrole il est moins cher et vos importations sont moins chères. Donc après, tout dépend du niveau de la compétitivité de l'économie française. Et on oublie toujours une chose, c'est qu'on fait 70% de nos échanges, un peu moins, 60-65% de nos échanges au sein de la zone euro. Donc le problème, c'est qu'au sein de la zone euro, nous avons perdu 25% de part de marché. C'est-à-dire qu'avec des gens avec le même niveau de protection sociale que nous nous sommes effondrés. Et donc ça, ce n'est pas la question de l'euro. Alors c'est accessoire sur un certain nombre de choses, mais j'observe qu'Airbus, qui avec l'euro fort, continue, est aujourd'hui le premier vendeur dans le monde.
On va passer à un autre chapitre qui reste sur des questions européennes, puisqu'on va parler de l'Ukraine. Avec une question des Russes, plutôt. Sur... oui, le dossier est lié. Vous savez que la Crimée s'est prononcée pour son attachement à la Russie ce week-end à 97% des suffrages exprimés. Est-ce que la France devrait reconnaître, selon vous, le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes? C'est une question peut-être qu'on élude un petit peu. Oui, c'est un débat qu'on peut avoir, mais moi je voudrais qu'on le pose autrement. Est-ce que vous pensez que tous les Ukrainiens qui ont voté n'ont pas qu'on vraiment peut- exprimé une réelle Je volonté? pense qu'on ne peut pas avoir un référendum en 8 jours. Voilà, il y a quand même un problème de procédure démocratique. Ce n'est pas dans un pays occupé qu'on décide de faire un référendum. Le droit à l'autodétermination des peuples, c'est avec des peuples, qui peuvent s'exprimer après un échange, un débat. Les Écossais, ils s'expriment après un débat. Voilà. Ça ne se fait pas en 8 jours. Bon. Et ça ne se fait pas dans ces conditions-là, dans un pays qui est en crise. Donc, premier point. Donc, moi, je conteste l'idée qu'à 97%, on puisse avoir un vote alors que l'armée russe est dans les rues, quoi. Enfin, Très bien. je pousse un peu le trait, mais c'est ça. Bon. La deuxième chose, c'est qu'on peut dire aux Russes, mais où est-ce que vous allez vous arrêter? C'est une vraie question. Pourquoi la Crimée? Et demain, vous considérez que les régions russophones de l'Ukraine, elles sont aussi appelées à changer que de... pose Aliette, justement. On voit d'ailleurs des manifestations dans les villes. La question que je voulais vous poser, moi, c'est qu'est-ce que peut faire l'Europe par rapport à ça? C'est-à-dire, je précise un peu, est-ce que la menace de sanctions n'est pas aussi une menace boomerang? On est engagé économiquement en Russie, on a nos banques, on a Renault, on a tout un tas de grands groupes français, le gaz. Il y a des possibilités de rétorsion importantes. L'Allemagne a 300 000 salariés à peu près qui dépendent des marchés avec la Russie. Est-ce qu'on peut, jusqu'où peut-on aller? Qu'est-ce qu'on peut faire, au-delà des paroles? Ce qui est sûr, c'est qu'au lendemain d'une crise aussi forte que celle que nous avons vécue, engager un bras de fer qui affaiblisse notre économie, ce n'est pas un bras de fer facile à engager. Poutine peut se permettre d'engager ce qu'il veut, puisque c'est encore une démocratie très imparfaite, pour rester correct. Mais il y a un moment, il faut que l'Europe sache où sont ses principes. Et donc, en clair, il faut qu'il y ait une démarche unitaire. C'est la seule condition du succès. Non seulement unitaire en Europe, mais unitaire entre les Européens et les Américains. C'est-à-dire que nous devons décider ensemble de sanctions identiques, ou comparables, ou équivalentes, des deux côtés de l'Atlantique. Mais il y a un moment, il faut savoir dire à Poutine, stop. Bien entendu, comme il ne peut pas y avoir de réponse militaire, ça n'aurait bien entendu aucun sens, ça ne peut être qu'une réponse économique. Et la réponse économique, c'est de dire aux Russes, voilà, il y a des choses qui sont inacceptables et le politique l'emporte sur l'économie. La réaction Mais du on fait gouvernement quoi? français Et concrètement, on fait quoi? Concrètement, on prend des mesures sur les avoirs bancaires, non pas simplement de quelques oligarques, mais plus globalement. On rompt un certain nombre de relations commerciales. On s'interroge, comme l'a fait Laurent Fabius à juste titre, sur la vente des 2 BPC. Justement, j'ai pourtant défendu. l'ancien ministre de la Défense que vous faites. C'est même moi qui ai lancé la discussion avec les Russes sur les BPC. Donc Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faut, alors que les navires sont prêts, que des militaires russes doivent venir en formation très prochainement en France, est-ce qu'il faut stopper cette vente? Je dis que la France ne peut pas se retrouver seule. On a déjà été assez seul ces derniers temps sur un certain nombre de dossiers internationaux pour ne pas se retrouver seul une nouvelle fois. Mais je dis allemand, anglais, français et autres européens, mais au moins pour ces trois-là, il doit y avoir des démarches communes qui intègrent des sanctions économiques lourdes, des sanctions sur un certain nombre d'échanges et de contrats en cours, pour nous les plus symboliques étant bien sûr les deux BPC. Donc il faut ne pas livrer, il ne faut pas livrer. Je dis que pour l'instant, la question doit être abordée, mais elle doit être abordée en commun. Il ne s'agit pas qu'on se retrouve, qu'on parte sabre au clair et qu'on se retrouve seul, comme on a pu se retrouver seul sur un certain nombre d'affaires internationales ou de crises comme nous l'avons vécu avec la Syrie. Mais si on attend, il sera trop tard. Les choses seront faites. Ce sera plié, l'histoire de l'Ukraine.
Oui, mais attendez, moi je pense qu'il y a un débat à avoir. Je pense que les choses ne sont pas pour moi. Le temps joue contre peut-être les réactions, ceux qui veulent un peu. Voyons, On voit la vitesse à laquelle ça va. Oui, mais je pense qu'il y a les discussions sont en cours. On ne connaît forcément pas la totalité des discussions qui ont lieu parce qu'elles ont eu lieu à haut niveau et qu'elles sont, Dieu merci, confidentielles. Donnons-nous le temps de la discussion. Mais intégrons l'idée. Ça rappelle un peu la Géorgie, d'ailleurs, une crise que vous aviez connue lorsque vous étiez aux affaires. Oui. Et finalement, il y a eu la Russie a récupéré les territoires qu'elle souhaitait récupérer. Et les troupes russes sont d'ailleurs sans doute encore sur place. J'entends. Alors, la Crimée, c'est un champ aussi particulier, parce que si on regarde l'histoire, pourquoi tout d'un coup la Crimée en 1954 s'est retrouvée rattachée à l'Ukraine, tout ça mérite d'être posé, mais ça ne peut pas se faire comme ça. Voilà. Allez, on va passer à la dernière séquence de l'émission. Le fil de la semaine, on va revenir sur 3 actualités internationales et nationales qui ont marqué la semaine dernière. On commence avec l'actualité de dimanche, Michel. On ne quitte pas tout à fait la Russie. Enfin, on est en Syrie, mais il y a un lien, puisque les troupes syriennes ont repris Yabroud, ce qui constitue une avancée importante contre les rebelles. Que doit faire l'OTAN et l'Europe en cas de victoire d'Assad, demande Lotus 35. Est-ce que Assad va redevenir un interlocuteur? Peut-il redevenir un interlocuteur? Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas d'option militaire en Syrie. Ça n'existe pas. Pour l'OTAN, puisqu'on parle de l'OTAN. Et que il faut... alors bien entendu, tout ça s'entrechoque. Mais je continue à être convaincu qu'il n'y a pas de solution politique s'il n'y a pas une solution qui est abordée avec les Russes. On l'a bien vu d'ailleurs sur la question des armes chimiques. C'est grâce aux Russes qu'on a pu traiter cette question-là. Et donc, il faut donner un champ à l'espace politique. Alors quand on dit ça, on a le sentiment de ne rien dire, mais pourtant, il n'y a pas d'autre solution que celle-là. Et si les Russes ramenaient Assad à la table des négociations, est-ce que ce serait une bonne chose? Est-ce qu'on pourrait l'accepter? On peut peut-être imaginer qu'à la table des négociations, il y ait des mouvements qui puissent créer les conditions d'un rapprochement national, c'est clair. Donc des représentants de... Voilà, écoutez... Très bien. Très bien, on continue avec la question, avec l'événement de lundi, un événement qui s'est passé en Centrafrique, David. Voilà, donc la France a pris des initiatives à la fois au Mali et en Centrafrique. On s'aperçoit, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qu'on est assez seul en première ligne et assez peu soutenu par nos alliés européens. Est-ce que ça ne pose pas derrière le problème du budget de la défense, avec un manque de moyens pour les forces de projection et des moyens qui se réduisent encore? Et combien de temps est-ce qu'on peut rester seul comme ça dans ces pays? En Centrafrique, il est clair que, moi je le dis tel quel, c'est que soit la communauté internationale prend ses responsabilités, soit à un moment ou à un autre, il faudra nous en tirer les conséquences. En clair, on ne peut pas demander à la France d'assurer, d'éviter des drames dans un pays et qu'ensuite la communauté internationale ne prenne pas le relais. Et donc je dis à la France, et moi c'est ainsi que je verrai les choses, nous donnons une chance au processus politique, mais cette chance, ça va imposer des années. La Centrafrique, ça fait 20 ans qu'elle n'est plus administrée dans sa totalité. Et donc, il n'est pas question que la France reste avec 2000 hommes ou 2500 hommes pendant des années et des années. Et donc, la communauté internationale doit prendre le relais. Sinon, nous devons nous en tirer les conséquences et dire, si dans 6 mois, vous n'avez pas pris le relais, nous partirons. Les mettre face à eux-mêmes, ça va, quoi. Et deuxièmement, sur la question du budget de la défense, il y a... Moi, je ne peux pas dire, j'essaie quand même d'être un peu responsable, on peut dire le budget de la défense est insuffisant. Ok, mais dans l'état où est le pays, on ne peut quand même décemment pas demander une augmentation du budget de la défense. Ce que je regrette, c'est que pour des raisons politiques, Jean-Yves Le Drian est attendu les municipales avant d'annoncer le plan de réorganisation des armées, puisque, comme vous le savez, il y a un nouveau plan qui se prépare, mais qui est resté secret pour l'instant. Donc ça rend l'exercice très difficile, parce qu'il n'y a pas... Comme on l'avait eu, nous, cette annonce avec un plan sur 5 ans qui permettait de préparer les choses, de les organiser. Vous imaginez pour le personnel, personne ne sait exactement comment les choses vont se passer. C'est-à-dire que le militaire ou le personnel civil, il dit peut-être que mon régiment va être fermé dans 6 mois ou dans 1 an, mais pour l'instant, tu continues à scolariser les gosses dans la même école, quoi. Bon.
C'est pas un bon ministre de la Défense? Si, mais je dis que sur ce sujet-là, il est en carence grave, pour des raisons politiciennes. Et deuxième élément, ça n'est pas du domaine de Jean-Yves Le Drian, mais du chef des armées, c'est-à-dire de François Hollande. François Hollande n'a pas eu le courage de poser sur la table les vrais sujets. C'est qu'avec un budget de la défense qui se réduit, on ne peut pas avoir simplement une réduction homothétique ou proportionnelle des forces. Il faut repenser le modèle. Et pour moi, le modèle, c'est une force, un corps expéditionnaire capable d'intervenir en Centrafrique, et ensuite, comme les autres pays européens, ça me déchire de le dire, être en situation d'amener un certain nombre de briques capacitaires dans le cadre d'opérations qui sont des opérations en coalition. Mais nous ne sommes plus une puissance militaire globale et il faut en tirer les conséquences. Et le deuxième sujet pour ceux qui aiment les questions de défense, c'est qu'on ne durera pas encore des années avec 2 composantes nucléaires parce que vous aurez un nucléaire qui sera disproportionné par rapport aux laquelle il faut abandonner alors? Il faudra abandonner, à mon sens, l'aéroportée. Et ne conserver que la force nucléaire sous-marine. Que la force océanique stratégique. Hervé Morin, ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Direct Politique. Merci messieurs d'avoir été avec moi pour co-présenter l'émission. Merci chers internautes d'avoir été avec nous, de nous avoir suivis, d'avoir commenté cette émission. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. Et même combat.